Bienvenue dans Haydon. Aujourd'hui, on va regarder de plus près Ride the Rails, un jeu de société ferroviaire qui fait pas mal parler de lui. Tout à fait. Et pour en discuter, on va s'appuyer sur l'analyse assez poussée qu'on a publiée il n'y a pas longtemps. Oui, notre article qui décortique un peu tout ça. C'est ça. Le thème du train aux États-Unis, c'est fort, hein, ça brasse l'histoire, la conquête de l'Ouest. Et puis, il y a toute cette nostalgie. Hmm. On pense direct à des jeux comme Railroad Tycoon ou même Les Aventuriers du Rail, bien sûr. Exactement. Mais ce qui est vraiment particulier avec Ride the Rails, et c'était un des axes forts de notre analyse, c'est qu'on n'est pas tant un bâtisseur de voies ferrées Non, pas vraiment. qu'un investisseur, en fait. On gère des portefeuilles d'actions dans différentes compagnies. C'est beaucoup plus financier, finalement. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de démonter un peu les mécanismes, voir ce qui fait l'attrait du jeu, son style, en se basant sur notre papier. Mhm. Et petit rappel transparence, comme on l'a précisé dans la publication, c'est notre avis personnel, on a acheté le jeu nous-mêmes, voilà. C'est dit. Bon, alors concrètement, sur la table, ça donne quoi? On a cette grande carte des États-Unis plein d'hexagones, villes, plaines, montagnes. Classique pour ce genre de jeu. Oui. Puis des marqueurs, des petits pions passagers qui commencent dans chaque ville et nos plateaux perso pour suivre nos actions. Ça a l'air simple comme ça, mais comment ça tourne? Alors, le jeu se déroule sur 6 manches, pas plus. Et chaque manche a 3 phases bien définies. D'accord. Première phase, on acquiert des actions. Concrètement, on choisit une petite locomotive en bois d'une certaine couleur. Ça représente une part dans cette compagnie ferroviaire. Une loco égale une action. Simple. Simple, mais avec une petite subtilité. L'ordre du tour pour choisir se fait en sens inverse du score. Le dernier au score choisit en premier. Ah, pour essayer de rééquilibrer un peu. C'est l'idée, oui. Ça donne une chance à ceux qui sont derrière. Et après avoir choisi nos actions? Phase 2. On pose ces fameuses locomotives sur la carte. Elles deviennent des tronçons de voies ferrées. D'accord. Mais attention, on ne peut poser que les couleurs des compagnies dont on détient au moins une action. Et il y a des règles. Faut se connecter à une voie de la même couleur déjà posée, pas plus de 2 compagnies différentes sur un même hexagone. Et les montagnes, ils coûtent plus cher, j'imagine. Exactement, ça coûte une loco de plus de la même couleur. Et le point crucial, le stock total de locomotives par couleur est limité à 27. Or, ces 27 locaux, elles servent à la fois d'action et de voie. Ah oui. Donc si tu poses une voie, c'est une action potentielle en moins pour tout le monde et pour toi aussi, si tu voulais en reprendre plus tard. Précisément. C'est là toute l'attention dont on parlait dans l'article. Investir ou construire. Faut choisir. Constamment, j'imagine. Et la troisième phase, alors? La troisième phase, c'est le déplacement d'un passager. Chaque joueur, à son tour, choisit un unique passager sur la carte, n'importe lequel, et le fait voyager. Le long des réseaux qui existent. Oui, le long d'un réseau continu, pour lui faire visiter le plus de villes possible où il n'est pas encore allé. Le joueur qui déplace marque des points pour chaque ville visitée. Ok, logique. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, tous les joueurs qui possèdent des actions des compagnies dont les voies ont été utilisées pour ce voyage marquent aussi des points. Ah, d'accord. Proportionnellement à leur part. Exactement. Si tu as 3 actions d'une compagnie dont le réseau est utilisé 5 fois, tu marques plus que celui qui n'a qu'une action. C'est là que l'aspect boursier prend tout son sens. Je vois. On profite des réseaux des autres et les autres peuvent profiter des déplacements qu'on initie. C'est très indirect comme interaction. C'est ça. Dans notre analyse, on avait aussi noté l'importance du placement au début qui est limité à la côte ouest, c'est ça? Puis après, ça s'ouvre. Oui, au début c'est un peu contraint, puis dès la manche 2, on peut construire partout. Et il y a des objectifs bonus qui apparaissent, relier Chicago, faire une liaison d'un océan à l'autre, connecter certaines villes spécifiques. Et cette histoire d'initiative qui change selon le score, le plus riche choisit ses actions en dernier. Est-ce que ça suffit vraiment à éviter l'effet boule de neige, le fameux «les riches s'enrichissent»? C'est une très bonne question. Ça aide, c'est sûr, mais comme on le soulignait dans notre article, ça n'empêche pas toujours un joueur qui a pris une belle avance, surtout s'il a misé sur un réseau qui devient très payant, de creuser l'écart. C'est le petit bémol potentiel, donc. C'est le principal risque qu'on a identifié, oui. Ce n'est pas garanti, mais ça peut arriver. Faut être vigilant. Parlons un peu du matériel, de l'objet jeu. Il y a pas mal de choses dans la boîte, non? Toutes ces petites locaux en bois. Oui, beaucoup de matériel en bois, les pions passagers aussi, puis les plateaux, les jetons en carton. Mais la boîte est bien faite, heureusement, ça range bien. Le plateau central est grand, par contre, il faut de la place sur la table. Ah oui, c'est pas un petit jeu de voyage, hein.
Et son pliage est un peu particulier, non? Mais bon, ça a l'air solide. Oui, c'est un pliage un peu inhabituel, mais ça tient bien. Et puis l'esthétique générale, ce côté très rétro, années 60, 70, avec les hexagones, ça a son charme. Ça rappelle les vieux jeux de stratégie, un peu wargame sur les bords. Tout à fait. Ça colle bien au thème ferroviaire, je trouve. On a aussi aimé le livret de règles. Une simple feuille A4 recto verso. C'est direct, efficace. Pas de superflu, et les couleurs sont bien distinctes, pour les daltoniens par exemple. Oui, oui, c'est assez clair. Pas de souci de ce côté-là, c'est bien pensé. Bon, alors si on devait résumer, qu'est-ce qui fait vraiment la force de ce jeu d'après notre analyse? Sur la carte et gérer ses actions, avec cette ressource unique, la locomotive qui sert aux deux. C'est simple, hein, mais c'est très malin. Il faut constamment faire des choix, arbitrer. C'est ça. Et même si l'interaction est indirecte, faut vraiment lire le jeu des autres. Deviner où ils vont investir, quels réseaux vont devenir les autoroutes du score. La visualisation des trajets, c'est clé. Oui, anticiper. Dans les points positifs qu'on relevait dans l'article, il y avait aussi la facilité du suivi des scores, le potentiel pour des coups stratégiques, bloquer un peu, profiter des lignées des autres. Exactement. Et une bonne rejouabilité, je pense, avec une durée de partie qui reste raisonnable. Hein. C'est pas un jeu qui dure des heures. Ce feeling rétro aussi, qui est plutôt apprécié en général. Oui, ça participe à l'expérience. Donc, pour conclure un peu comme dans notre article en Ride the Rails, c'est un jeu pour qui au final? Ben, je dirais pour ceux qui aiment les jeux de train, qui aiment la stratégie, mais avec une dimension boursière, sans pour autant tomber dans un truc hyper complexe ou qui dure 4 heures. Et moins pour ceux qui cherchent des règles ultra épurées ou qui détestent la gestion d'action, la spéculation. Voilà, c'est une bonne synthèse. C'est un jeu qui, pour nous, réussit bien son mélange. Esthétique sympa, mécanique intéressante, une sorte de capitalisme ferroviaire un peu semi-coopératif malgré soi. Une belle réussite donc. La preuve qu'on peut bâtir un empire du rail depuis son salon. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée, juste pour la route. Mmh. Cet attrait qu'on a toujours pour les jeux de train, est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur notre rapport, peut-être un peu idéalisé aujourd'hui, à cette grande époque du rail? Cette idée de progrès, d'expansion, de connexion. Une question intéressante. À méditer en jouant peut-être.